J'avais pour habitude de tweeter sur François Ruffin un autre Hollande est possible quand Ruffin parlait, mais vous allez voir que Ruffin a lancé sa campagne et c'est presque plus un autre Macron est possible qu'un autre Hollande c'est possible, sa campagne. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Il y a plein de choses à dire. À la fois, il enterre la primaire des noisettes. Je ne sais pas qui avait annoncé ça il y a environ 13 mois. Il me semble que François Ruffin est dans la prophétie du sang graphique et qu'on a répété que malgré la primaire, il irait quand même. Et vous allez voir que son programme est un programme qui vraiment c'est pas mal droitisé, à la fois sur les questions économiques. Sur l'immigration, il a toujours été plus ou moins droitier, donc c'est pas vraiment droitisé, mais sur l'économie, ça c'est droitisé, hein. Il est loin le François Ruffin qui attaquait Bernard Arnault et qui finissait espionné par Bernard Arnault. On va pouvoir parler de tout ça avec Chris, spécialiste en noisettes, noisettologue, Nucicologue. nucicologue, c'est classe. Mais tu sais, Nucicologue, ça fait vraiment blouse blanche, le gars, tu vois, qui fait des extraits de noisettes et tout. Non, bah ça me. T'as dit un autre Macron est possible, c'est très 2017. On a fait un back to 2002 tous les deux, faut qu'on fasse un back to 2012 tous les deux. Quand t'étais jeune encore, back to 2012, c'est intéressant. Et on va faire un back to 2017, peut-être avec Zoé, parce que là, il y a beaucoup de choses là-dessus. Et moi, j'ai envie de dire, c'est un autre Macron est possible qui se prend pour Mélenchon 2017. Tu vois, il va essayer de faire du... Ça, ouais. Tu vois, et en fait, qu'est-ce que c'est cette union entre le côté sécuritaire, mais populiste, mais qui se croit de gauche? En fait, c'est un Kuzmanovic. Tu vois, c'est un Kuzmanovic. Et d'ailleurs, tu vois, tous les gens qui aiment bien Kuzmanovic dans la sphère Internet, Twitter, Facebook, etc., sont là devant Ruffin en mode « Ah, c'est trop bien ce qu'il fait » et tout. Et on va voir, il a tous les codes du populisme, mais alors là, du souverainisme droitier, sécuritaire, impérialiste pour le coup. Les déclarations qu'il fait sur la Chine, voilà. Enfin, vraiment... Il est en train de faire une campagne de gestion de la pénurie par une espèce de populisme gauche-réac. Enfin, vraiment, on n'avait effectivement pas vu ça depuis République souveraine et ce qu'on pouvait voir déjà dans un peu Roussel. Mais c'est Roussel s'il n'était pas tenu par le PCF un peu. Exactement, c'est ça. S'il n'avait pas un programme vraiment de gauche qui l'empêchait, tu vois, d'être un cinglé. Donc, non, c'est extrêmement intéressant. Parce que tu as dit qu'il était espionné par Bernard Arnault. Alors, il y a eu un truc très rigolo qui est tombé dans la presse là récemment. C'est la femme de Bernard Arnault qui dit que si elle les deux extrêmes, elle voterait pour Mélenchon. Bah, peut-être qu'on ne sait pas si Ruffin sera aussi à gauche que la femme de Bernard Arnault, du coup, s'il y a Mélenchon-Bardella au second tour. Bref. Donc, on va voir ça, mais ça va être très intéressant la ligne qu'il prend pour aller attaquer cette présidentielle. Yes. Bon, on va démarrer avec un premier extrait sur l'immigration. Est-ce que tu es prêt? On commence directement dans du lourd. Dernière question. Hier, Emmanuel Macron, en visite dans un hôpital en Ariège, a dit en parlant des médecins étrangers « On a besoin de ces hommes et de ces femmes qui servent notre pays ». Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il faut plus de main-d'œuvre étrangère? Est-ce qu'il faut régulariser davantage de travailleurs? D'abord, c'est une réalité que l'hôpital, aujourd'hui, repose sur deux catégories qui sont exploitées. Il y a les médecins étrangers et il y a les jeunes internes. Non mais moi je peux, voilà, moi il me drague tout de suite, je suis ça. Non mais c'est vrai, l'hôpital repose sur moi. Non mais déjà on va commencer par le début. Là il est parti en mode Macron un peu, c'est-à-dire costard, Macron 2017, hein. Costard, chemise blanche, pas de cravate, les petites lunettes. Là, il a un côté présidentiable, tu vois, tout de suite présidentiable. Mais ce qui est trop drôle, c'est que son côté présidentiable ne va pas du tout avec son discours. C'est-à-dire qu'il a un côté présidentiable de jeune cadre dynamique. Et il va avoir le pire discours pour draguer du jeune cadre dynamique, c'est taper un peu sur les médecins étrangers, par exemple. Moi, je connais très bien, par exemple, les médecins, tu vois. Les médecins, historiquement, quand même, sont plutôt réactionnaires, tout ça. Mais je suis pas sûr qu'ils rejetteraient, tu vois, le fait que des gens qui sont diplômés, qui sont une certaine aristocratie ou bourgeoisie de pays du Sud viennent en France. Il y en a qui vont aller jusque-là, hein. Il y a un bon pourcentage peut-être de médecins qui vont taper sur eux, mais il y a aussi un bon pourcentage de médecins qui sont pas d'extrême droite, qui sont centristes, qui ont voté Hollande, mais qui ont aussi voté Macron, qui peuvent voter Édouard Philippe, tu vois, ce type de personnes-là. Ils vont dire, moi j'aime pas les immigrés, les racailles, tu vois, ceux qui viennent foutre la merde,
Mais le mec qui vient, qui est cardiologue, le mec qui vient, qui est ingénieur, bah, il peut venir, tu vois. Et typiquement, il a le look pour parler à ces gens-là, sauf qu'il dit l'inverse, tu vois. Il va commencer à taper dessus en disant c'est pas leur faute, mais ce serait mieux qu'ils soient pas là, quoi. Je connais très bien ce discours, c'est le discours de République Souveraine. Moi, j'ai rien contre les immigrés, mais quand même, s'ils étaient pas là, ce serait pas plus mal, quoi. C'est ça. Tu fais bien de dire ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment les structures mentales. T'as des gens qui ont des structures mentales qui vont être difficiles à bouger. On en avait un peu parlé avec Zoé, on n'est plus dans des structures mentales très nationalisées. Comme on avait dans les années 30. La solution fasciste et nationale était très facile à mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce que les gens avaient une culture nationale, il n'y avait pas le cinéma, les voyages, tu vois, toute cette moyennisation. Il y a des gens qui ont plus passé de vacances à l'étranger que dans les régions françaises, qui consomment de la culture américaine ou de la culture extérieure à leur pays. Donc tout ça, c'est du solide. Tout ça, c'est pas de l'idéologie. Tout ça, c'est des structures de la même chose que les structures productives. Donc ça va être difficile de les faire changer. Et comme tu te dis, le médecin va peut-être avoir plus de mépris pour le cassos, tu vois ce que je veux dire, qui vient l'emmerder pendant les urgences et qui est pourtant bien blanc, bien français, que pour son collègue algérien ou africain qui lui est médecin comme lui, donc ils ont une proximité de classe et tout, tu vois. Donc vraiment, c'est croire qu'il y a un effet de racisme total sans avoir des logiques transverses qui seraient indépendamment même des classes, c'est faux. Et là, on est dans des classes qui sont pas confrontées, en fait. Ce qu'on voit, c'est que pourquoi ils n'ont pas ce racisme-là ? Parce qu'ils ne sont pas en concurrence, les médecins, avec des travailleurs immigrés. Ils sont soutenus par des travailleurs immigrés. Il peut y avoir des effets de racisme, tu sais, quand même. Je ne sais pas, hein, tu connais ça mieux que moi, mais où les mecs vont dire quand même, au bled, ils apprennent ça. Tu vois, des trucs un peu méprisants, oui, mais culturels. Les mêmes choses que tu vas avoir avec des médecins français qui ont fait leurs études en Belgique ou en Roumanie, tu vois. On va dire, c'est un peu pas des vrais médecins, machin, faut qu'ils se remettent à jour. Un peu un racisme culturel, quoi. Voilà. Mais tu vas avoir un truc où il n'y a pas de concurrence, où ils ne sont pas dans la situation de pénurie. Ce qui n'est pas le cas dans la concurrence vraiment très subalterne, où là, tu peux avoir un effet de racisme et de rejet. Pourquoi ? Parce que les gens, j'ai l'impression qu'ils vont prendre mon boulot, qu'ils vont venir être payés moins cher. Enfin, tu vois, là. Et donc, ça empêche justement cette solidarité, cette mise en concurrence des travailleurs. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait le parallèle entre les immigrés et les internes. Et là, il parle, ça me rend fou, il parle d'exploitation dans l'hôpital public. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, d'exploitation, que des gens aient des conditions de vie dégueulasses, que ça repose sur eux, qu'ils soient en burn-out, qu'il manque d'effectifs. Mais il n'y a pas d'exploitation dans l'hôpital public. Personne fait de dividendes dans l'hôpital public. Personne n'extrait de la plus-value des internes et des gens immigrés. Ou alors, ils en extraient aussi des aides-soignantes, des infirmières. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, quand on extrait de la plus-value dans une entreprise privée, tout le monde participe à la fabrication de la plus-value et tout salarié est spolié en plus-value. Et ceux qui, effectivement, ont le plus bas salaire sont les plus spoliés parce que tu as une échelle. Mais dans un hôpital public, il n'y a pas d'exploitation. Ça ne veut pas dire que tout est rose, tout est nickel. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui ne fait de l'argent sur le dos des gens dans l'hôpital public, quoi. Donc déjà, il essaye de tout mixer. Ça, c'est Ruffin. Il n'a aucun cadre idéologique, il ne comprend rien. Et il te raconte du blabla comme ça pour faire populiste, quoi. En fait, si tu veux, moi j'ai déjà eu cette discussion justement avec des camarades même de la CGT, tu vois, qui étaient de bonne foi, qui disaient oui, mais c'est quand même dur dans le domaine public, les salaires sont de plus en plus bas. Je pense à un camarade de la Poste, tu vois, qui disait bah ouais, les salaires sont de plus en plus bas, les cadences sont de plus en plus hautes, donc les gens sont exploités, tu vois. En fait, moi j'en veux pas aux gens, c'est une question de terminologie, tu vois, au sens marxiste, ils sont pas exploités parce qu'il n'y a pas d'extraction de plus-value. Mais à un second degré, on peut aussi se dire qu'il y a un désengagement de l'État du fait du néolibéralisme pour reverser de l'argent, tu vois, à des entreprises privées. Et donc, on serre la vis sur ce genre de travailleurs pour au final redonner de l'argent à des entreprises privées par des crédits d'impôt ou des choses comme ça. Donc, tu vois, au second degré, on pourrait dire qu'il y a un type d'exploitation, tu vois. Non, mais je comprends ce qu'ils veulent dire, tu vois, quand ils disent ça. Je suis d'accord avec toi, ça te fait souffler, mais c'est pas n'importe quoi, tu vois. Je pense que c'est pas là où il faut le plus s'attaquer, quoi. Non, mais oui et non, parce que à ce moment-là, ça veut dire que le passage d'une entreprise privée à une entreprise publique n'est pas une forme
de socialisation ou de Non, mais je suis bifurcation d'accord, capitaliste. Tu vois, si tu Et dis puis ça. c'est pour ça qu'on défend le statut de la fonction publique, c'est bien parce qu'on considère qu'il est mieux et qu'il n'y a pas d'exploitation, que sinon, le moi, fonctionnariat est particulier. Ouais. Je peux dire, ah ouais, mais en fait, le petit patron de TPE qui est pris à la gorge en impôts, alors je suis que, d'accord. tu vois, c'est les conneries de l'AFI, tu Je suis vois. d'accord, là, mais donc- je te dis ce que disent des camarades ouais. qui sont de bonne foi, tu vois. Mais oui, Mais- à ce moment-là, si tu commences à dire, je sais pas, peut-être que tu pourrais dire que si des élèves, tu commences à les écoles, elles sont moins bien, faut que, je sais pas, ils payent plus leurs fournitures scolaires, bah à ce moment-là, il y a une sorte d'exploitation Ouais. des gamins parce que on leur fait payer des fournitures scolaires qu'avant on leur payait. Tu vois, enfin, à la fin, ça veut rien dire, tu vois. Oui, il y a des conditions de vie difficiles. Oui, des fois, les gens gagnent pas assez d'argent dans le public, se prennent de la pression par leur supérieur hiérarchique. Ça, on est d'accord. Mais c'est pas de Et puis- l'exploitation et au puis- sens marxiste. Et c'est pas grave, c'est de la domination et ça peut être même pire parfois sur le plan individuel. Et Hein. On c'est peut souvent- vivre ça de manière pire. Hein. C'est souvent bien pire. Vous pouvez être un salarié exploité 4 sup à 5000 balles par mois, bah, vous n'allez pas vous en rendre compte. Et votre vie, elle sera super. Voilà. Mais vous êtes quand même exploité à l'échelle du process capitaliste. Voilà. Et être un fonctionnaire qui vit la violence ou être dans comment dire, je sais pas, une association démarchandisée où vous vivez la violence et où vous vivez la hiérarchie, et bah c'est bien pire. Enfin, je veux dire, faut comprendre un truc, l'exploitation, et ça, faut que les gens comprennent, l'exploitation, c'est pas un phénomène individuel. C'est pas un phénomène individuel. C'est une classe sur une autre. C'est un rapport social collectif. On n'exploite pas une personne en soi auquel on peut dire ah machin je lui ai pris tant de plus-value et puis machin je lui ai pris tant de plus-value et puis j'ai pris tant de plus-value à lui et non c'est on exploite une classe sur une autre et ça c'est quelque chose qu'on ne ressent pas. On ressent la violence du travail, la hiérarchie. C'est pour ça que nous dans le graphique on a un axe horizontal exploitation et un axe vertical de la hiérarchie parce que c'est les deux en même temps qui font la place dans la division du travail. Mais la hiérarchie, la violence des chefs, l'abrutissement plutôt que l'aliénation est quelque chose de beaucoup plus sensible parce que là, il est interindividuel. L'exploitation, c'est quelque chose de collectif et subjectif. C'est pas quelque chose qu'on ressent et c'est pour ça qu'on est obligé de passer par toute la conceptualisation marxiste, économique et que c'est très compliqué pour la classe prolétarienne d'accéder à cette compréhension, quoi. Je le dis, la condition qui est faite aux jeunes internes dans les hôpitaux, à la fois leur niveau de revenu, les gardes qu'on leur fait faire, et c'est quelque chose qui est... Et donc voilà sur quoi repose l'hôpital aujourd'hui. Ça ne doit pas être une fatalité, on ne doit pas s'en satisfaire, on doit chercher à en sortir. La France... Ça dépend. En fait, il y a des problématiques inhérentes aux internes. Après, le niveau de revenu, ça dépend ce que tu considères être un bon revenu. Encore une fois, moi, je vous l'ai déjà dit, en début d'internat, tu vas gagner 1600 € en gros, mais tu as des gardes. Et en fait, le problème, c'est que tu vas avoir une grosse différence de salaire selon les spécialités à garde ou non. C'est-à-dire un type qui est, qui est interne en génétique, il va gagner 1600 €. Il fera pas de garde, ou alors il fera des gardes peut-être aux urgences générales, tu vois. Mais il y a des internes qui font pas de garde du tout, quoi. Donc ils gagnent que 1600 €. Mais moi, ça m'est arrivé d'être payé 1600 et de faire 6 gardes de 24 heures dans le mois et à la fin d'avoir 3000 sur la fiche de paye, tu vois. Ah et ouais. donc, quand je gagne 3000, mon problème, c'est pas mon salaire, tu vois. Ça peut être les conditions de travail, ça peut être la charge de travail ou des trucs comme ça. Et aussi, des fois, le manque, surtout, je trouve, ça, c'est une grosse problématique, le manque de tutorat, tu vois. C'est-à-dire, comme il n'y a pas assez de médecins, mais il n'y a pas assez de médecins pour te former aussi. Donc, des fois, on te fait un peu miroiter que tu auras un gars qui va te former et tout. Puis en fait, tu arrives le premier jour, il n'y a personne. Et puis en fait, tu comprends très bien que tu vas te débrouiller tout seul, tu vois. Ça, c'est gênant. C'est gênant en plus dans des spécialités comme la médecine où tu as la vie des gens entre les mains. Mais encore une fois, je pense que c'est souvent un faux problème, même si moi je serais pas pour gagner. Enfin, si on me dit donne plus, je suis content, tu vois. Mais je pense pas que ce soit le problème principal de la médecine, le salaire, tu vois. Je pense par contre qu'on devrait peut-être voir la médecine comme dans d'autres fonctions publiques, c'est-à-dire avoir des études payées, mais devoir des années au système public, voire avoir un système totalement public où on décide qu'on a besoin de médecins à tel endroit, ce qui empêcherait à terme la problématique de la désertification, tu vois. Ouais, On te dit, bon bah voilà, tu es en médecine, tu as un salaire pendant toutes tes études. Du coup, ça permet aussi aux gamins de prolo qui ne peuvent pas se payer des études de médecine, tu vois, parce que les 6 premières années, tu gagnes quasiment rien, tu vois. Les 3 premières, tu gagnes rien, puis après, tu gagnes genre 100 balles, tu vois. Donc, tu peux pas vivre là-dessus, donc faut soit travailler à côté, mais là, je pense que la majorité des gens, en fait, leurs parents leur donnent de l'argent, tu vois. Ça permettrait que tout le monde ait un salaire tout du long, mais en échange de ça, on dit, voilà, c'est la société française qui a formé des médecins, en leur payant leurs études, du coup, ces médecins ont un diplôme reconnu uniquement, par exemple, dans le domaine public, tu vois.
Et donc du coup, si tu as besoin d'un médecin à tel ou tel endroit, bah, c'est normal que le médecin puisse aller à tel ou tel endroit. On fait exactement pareil avec les profs. Hein. C'est pas un truc incroyable qui serait une honte pour les médecins. Je vois pas pourquoi ce qui est fait avec les profs ne peut pas être fait avec les médecins. Et je pense que ce serait quelque chose d'assez intéressant. Et au niveau pécunier, tu vois, bah, ça permettrait d'avoir un salaire tout du long, donc que les gens un peu plus de toutes les classes y aillent, même si évidemment il y a une sélection aujourd'hui qui se fait aussi par la reproduction sociale sur le plan on va dire, culturel et théorique, tu vois, et de l'école, quoi. Mais ça permettrait ça. Si au lieu de donner 1600 € à un interne, tu lui donnes 2002, c'est très bien, je veux dire, mais ça va pas changer grand-chose, on va dire, aux études de médecine de manière générale, tu vois. Ouais, d'accord. Et à la problématique aussi d'aristocratie que représente la médecine en France. La France ne doit pas faire appel à des médecins algériens, tunisiens, roumains. Elle doit avoir ces médecins qu'elle forme. Et... C'est marrant qu'ils choisissent vraiment les Algériens, Tunisiens, Roumains. Tu vois, c'est marrant qu'ils choisissent ces gens-là. Tu vois, c'est un peu catastrophique. C'est quoi ce monde vraiment, le type est en mode chez nous, c'est vraiment le pire truc là de la droite qui se croit de gauche, quoi, tu vois. Chez nous, on est mieux, on doit avoir nos propres médecins. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ça a vraiment aucun sens, quoi. Enfin, c'est vraiment une folie, quoi. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, si on manque de médecins, vous le savez ça mieux que moi avec Zoé, mais c'est un système général qui forme pas assez, qui est centré sur une petite caste libérale, tu vois, qui a un privilège d'État, ce que tu appelles, toi, la petite bourgeoisie stato-notabilière, quoi, tu vois, avec des statuts particuliers. Enfin, c'est tout ça qui est à réformer. Après, la question de savoir si le gars qui vous fait une ponction lombaire, il est algérien ou roumain. Je sais que quand on est international... En plus, ils choisissent ça, je te dis, moi, il y a plein de médecins polonais, je sais pas, c'est étonnant qu'ils choisissent pas les polonais, par exemple, ils choisissent les algériens, les tunisiens, les roumains. Tu vois. Mais non, mais la réalité, c'est que en fait, il dit soit des banalités, c'est mais raciste, avec des dog whistles racistes. Et il va te dire, mais non, mais c'est parce que moi, je veux pas prendre leur médecin. On est tous d'accord. Hein. Moi, je préférerais que la France forme assez de médecins et que les gens soient pas obligés de quitter leur pays pour avoir un meilleur salaire ou quelque chose comme ça. Tu vois, tout le monde est d'accord avec ça. Mais la réalité, c'est que là, t'es pas en train d'attaquer la problématique en France, qui est le Conseil de l'ordre des médecins et toutes les politiques qu'il y a eu par rapport au numerus clausus qui a été voulu par des syndicats de médecins libéraux et aussi par les puissances publiques, tu vois. C'est ça qu'il faut attaquer en premier si tu veux que demain il y ait assez de médecins. Sauf qu'en fait pour ça il faut avoir un petit peu de courage, on va dire, tu vois. Et lui il attaque le truc de dire ah mais bon c'est médecin algérien machin, et puis il va te dire bah non mais je suis pas raciste, moi je pense pareil des Polonais. Oui mais t'as pas cité les Polonais, t'as pas cité des médecins belges, t'as pas cité des médecins, tu vois, de toutes les nationalités, on va dire, on pourrait pas te taxer de racisme, tu vois. C'est ça qui est un peu gênant avec ce genre de truc, c'est que ce serait quelqu'un qui ne serait pas taxable d'accointance parfois avec des pensées racistes, tu vois. Ouais. Bah, ça me gênerait pas, tu vois. Sauf qu'en fait, on sait très bien ce qu'il essaie de faire. Il essaie de se dire ah oui, mais moi, l'extrême droite monte, ils font les bons constats, mais ils ont pas les bonnes solutions. On connaît son discours, tu vois. Mais c'est exactement ça, et surtout t'as envie de dire, mais en plus même demain si on forme 2 fois plus de médecins en France, tu vois, et en plus pourquoi on pourrait pas former des médecins étrangers, tu vois, et pourquoi, tu vois, enfin je veux dire, c'est aussi un échange interculturel les pratiques de la médecine, tu vois, des fois on pourrait bien envoyer des médecins à Cuba, tu vois, ils savent faire des trucs que nous on sait pas faire, tu vois, donc l'idée même de cette nationalité. Et c'est quoi que vous demandez à un médecin? Ce que vous demandez à un médecin, c'est pas d'où il vient, quel est son parcours individuel, pourquoi il est venu en France et tout. C'est qu'il sache bien faire son métier. Et si demain, on a besoin de former 2 fois plus en France et qu'il y a des gens qui soient natifs et d'autres qui soient d'autres pays parce qu'ils ont fait ces choix-là pour des raisons personnelles, culturelles, sociales, impérialistes, etc., bah, on aura, j'exagère, mais jamais trop de médecins dans un pays. Tu vois ce que je veux dire? On a un pays qui vieillit, il y a plein de maladies qui sont mal diagnostiquées, mal soignées, mal suivies. Bah, je veux dire, demain, tant mieux. Si on peut augmenter le ratio de nombre de médecins par habitant, tant mieux. Et peu importe la nationalité qu'ils ont, tu vois. Enfin, en fait, à la fin, on se retrouve toujours avec le privilège national. Et ça, c'est un pacte culturo-raciste, tu vois. C'est quoi cette idée qu'un gars qui est à côté de toi, qui travaille avec toi, doit avoir moins parce qu'il a une carte d'identité nationale? Déjà, les mêmes idées de carte d'identité, tu vois. Pourquoi ce gars-là devrait avoir moins? Vous êtes une communauté, il travaille avec toi, il habite à côté de chez toi, et il va faire ses courses au même endroit, son fils est au club de foot, ou sa fille est au club de foot au même... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais pourquoi on va dire, ah mais à 18 ans, pas dû, cette personne-là qui est identique en tout point à toi au quotidien, n'est pas née en France, donc il ne peut ni voter, ni avoir tel droit. Mais vraiment, mais il faut
L'internationalisme, c'est aussi de sortir de cette culture nationale qui sépare les gens sur des trucs abstraits. Un moment de naissance dans ta vie, je sais pas quoi, c'est vraiment une catastrophe. C'est déjà une catastrophe intellectuelle abstraite quand tout va bien, voilà. Mais alors, quand on est dans la crise du mode de production, comme tu l'as dit, c'est sûr que c'est la ligne vers le racisme et la pénurie gérée par le racisme dans laquelle Ruffin s'enfonce, quoi. Et qui nourrit son système. Maintenant, en attendant, les médecins algériens, tunisiens, roumains qui travaillent dans notre pays, ils doivent avoir des pleins droits, ils doivent se sentir pleinement reconnus. Moi, je suis hostile à... Mais c'est un peu le discours, tu vois, de... Enfin, faut qu'ils viennent, ils aient des pleins droits, mais le mec t'explique qu'en fait, ils vont devoir repartir. Et, enfin, je veux dire, si les mecs qui viennent, c'est peut-être parce qu'ils ont envie de vivre en France, c'est peut-être, tu vois, enfin... Ils peuvent pas être considérés comme des gars qui viennent parce qu'il n'y a pas assez de médecins là et qui sont voués à repartir, tu vois. Enfin, ils peuvent être considérés comme des individus à part entière. Ce serait, je sais pas, un médecin anglais qui viendrait et tu dirais pas, bon, il est là parce qu'on en a besoin, mais dès qu'on peut, il dégage, tu vois. Et là, c'est un peu ça qui ressort. C'est bon, ouais, c'est vrai qu'on en a besoin, c'est bien que vous soyez là, mais quand on n'aura plus besoin, vous allez vous barrer, tu vois. Tiens, moi, j'en ai rien à foutre. Si un gars algérien qui a envie de venir faire de la médecine en France et puis qu'il y trouve son compte et qu'il a envie de rester en France, il reste en France. S'il n'a pas envie, il repart. S'il n'a pas envie du tout de venir en France, il reste en Algérie. S'il a envie d'aller au Canada, il va au Canada. Tu vois, je m'en tape, en fait. Ouais, mais c'est clair. L'immigration pour le travail. Je ne souhaite pas qu'on fasse sur les services, je l'entends, de la part d'entreprises, des maisons de retraite, d'auxiliaires de vie, de dire, bah voilà, on va faire appel à la main-d'œuvre subsaharienne. Contre l'armée de réserve du capitalisme, je veux pas que ce qu'on a fait hier sur l'industrie, sur les métallurgies, sur Renault, on le refasse aujourd'hui sur les services. Mais ne rien comprendre au capitalisme, etc., et avoir une vision nationaliste, protectionniste de l'économie. Enfin, vraiment, ce type dit « J'aimais la situation impérialiste quand seule la France au centre profitait du développement mondial et de la captation des richesses. » Mais ce type est profondément raciste sans le savoir. Il y a des gens qui sont racistes. Lui, c'est pire que tout. Ce type est profondément raciste, quoi. C'est vraiment... Et impérialiste, cette idée-là de dire « Ouais, on a enlevé le pain de la bouche des Français pour le donner à des étrangers, soit en les faisant venir, soit en délocalisant. » Mais vraiment, mais tu comprends pas que le niveau de vie des Français et les conditions de vie des Français se sont améliorées grâce à ça. Aujourd'hui, ça rentre en crise, mais massivement, ils se sont améliorés grâce à ça. Et si toi, t'existes en tant que petit journaliste de merde qui se fait passer pour un type, tu vois, je veux dire, proche du peuple et tout, c'est justement par toute cette captation-là et tout cet développement de sociétés tertiaires de communication assises sur la production mondiale à l'extérieur. Mais vraiment, ça me rend dingo. Vraiment, ça m'énerve. Ce type me fait gerber. Surtout qu'en plus, ça fait des années qu'on débunk que ça. Ce truc de blabla, l'armée de réserve, on a déjà fait plusieurs contenus là-dessus. On vous invite à aller les voir. Il y avait Wissam aussi qui avait fait un contenu là-dessus qui était bien à l'époque sur l'armée de réserve du Capital, dans lequel j'apparais. Le Lumpen et tout, là, ouais. Sur le Lumpen. Il y a mon épisode aussi sur Loïc Chéniaud et le Lumpen prolétariat à voir là-dessus. Un classique. Moi, ce qui me gêne aussi là-dedans, c'est que c'est vraiment la bonne conscience de la bourgeoisie de gauche. Tu vois. Il pense comme Tondelier, d'ailleurs. C'est pas pour rien qu'il est actuellement dans le groupe des écolos à l'Assemblée et qu'il est dans cette primaire des noisettes. Tu vois. Il pense comme Tondelier. C'est-à-dire qu'il voit des gens exploités, il se dit « Ah, c'est pas bien, faudrait faire différemment ». Donc il balance des idées comme ça. Alors lui, c'est un peu le protectionniste. On sait très bien qu'au pouvoir, il va pas renvoyer les gens qui bossent dans des EHPAD dans des pays d'Afrique ou je sais pas trop quoi. Tout ce qu'il va faire, c'est leur faire une prime de 200 balles en disant mais regardez, en fait, ça va, et puis j'étais sympa avec eux, et puis et ça va être la catastrophe, et à la fin, c'est la droite qui va ramasser juste après son pouvoir. S'il passe, c'est exactement ce qui va se passer. Parce qu'il aura dit que la droite avait raison, il n'aura pas agi en conséquence, parce que je pense pas que c'est quelqu'un qui va mettre en place une politique raciste, tu vois, mais il aura mis toutes les bases pour que les gens comprennent que c'est le racisme la solution, tu vois. C'est vraiment ce qu'il est en train de faire. Puis, c'est vraiment un gars qui peut virer comme des gens qui étaient soi-disant de gauche dans les années 30 avec la crise, participer à un gouvernement national protectionniste avec l'extrême droite. Hein. Enfin, je veux dire, moi, ça me surprendrait pas du tout de ce genre de gars. Hein. Mener l'antifascisme avec François Ruffin, faut vraiment regarder plus dans son dos que devant soi. Hein. Enfin... Non, mais le truc qu'il comprend pas, c'est que si tu prends des gens qui disent « Ah oui, on va chercher de la main-d'œuvre subsaharienne », c'est parce qu'ils considèrent qu'ils vont la payer moins cher et la surexploiter. Donc la solution de gauche, c'est de leur donner des droits équivalents en français, des papiers, de faire des contrôles de zinzin dans ces entreprises de merde,
et de faire en sorte qu'en fait, il n'y ait aucun intérêt à faire ça, tu vois. C'est ça qu'il faut faire, c'est pas dire ah bah non, le gars qui a traversé la Méditerranée avec une chance sur 5 de mourir dedans, une fois qu'il est là, je lui dis ah bah non, mais en fait, moi je vais mettre une blanche à ta place dans l'EHPAD à trimer, et toi en fait tu vas repartir chez toi, tu vois. C'est ça en fait son imaginaire à lui. Il veut pas régler le problème du fait qu'il y a des gens qui sont surexploités dans les EHPAD et que ça se passe mal. Il veut leur créer un petit statut, les essentiels, je sais pas quoi, et renvoyer dans leur pays les gens qui sont pas français, tu vois. Alors que ce qu'il faut faire, c'est pas créer un statut, c'est augmenter les conditions de vie de tous dans ce pays, notamment des plus dominés, mais de tous, parce qu'en fait, on sait très bien que s'il crée un statut des essentiels, bah après, il va être déconstruit. Après, on va dire, ah oui, mais toi, t'es essentiel, mais en fait, tu bosses un peu de jour, donc t'es pas vraiment dans le statut. Donc, on connaît très bien les douilles que ça va être. Et il va se taper, in fine, des gens qui vont quand même surexploiter des sans-papiers parce qu'ils leur auront pas donné des droits et que, bon, il dira, ah oui, mais on sait pas forcément où ils sont et il considérera ça comme juste du travail illégal, tu vois. Enfin, c'est vraiment catastrophique. Ouais, c'est ça. Ça nous permet justement d'avoir une transition avec ce qu'il va faire pour ces gens réellement. Parce que sur le papier, là, il est un peu en mode on va mettre des frontières pour le travail. C'est la pénurie, quoi. C'est vraiment la gestion de la pénurie. Ce qui va se passer réellement, c'est ce qu'il dit là. Entretien d'embauche. C'est notre camarade Alerte Rouge qui nous dit ça. On le salue. Qui nous envoie en fait un extrait d'un article où François Ruffin fait valoir son CV, à commencer par son expérience à la petite entreprise de presse Fakir qui n'a jamais fait de déficit, aime-t-il à rappeler. Un passif qui semble nourrir une vision critique des cotisations sociales au risque de mettre en cause leur place pourtant centrale dans le financement de la sécurité sociale. 2 points. Quand on veut augmenter un salaire de 200 euros, eh bien, il faut en donner 400. C'est un souci, déclare-t-il. Ça, c'est vraiment une énorme dinguerie. Parce que déjà, on vous le dit depuis le début, hein, les trucs de petits patrons, les petits patrons pensent comme ça, hein, c'est classique. Et donc, il est en train d'expliquer que c'est un problème parce que quand on veut augmenter un salaire de 100 euros, il faut l'augmenter de 400. Alors, déjà, c'est faux, c'est pas 400. Enfin, ça dépend combien ils gagnent, tu vois. Mais je pense pas que les salariés de Fakir, quand tu les augmentais de 1004 à 1005, fallait les payer 400 euros de plus, tu vois. Mais en plus de ça, la réalité, c'est que quand tu augmentes quelqu'un de 300 euros brut, tu l'augmentes vraiment de 300 euros brut. Alors, il y a des cotisations dedans, mais tu l'augmentes vraiment de 300 euros brut. C'est le net qui va changer. Et ces 300 euros en plus vont permettre de financer des choses. C'est une problématique. Encore une fois, on y reviendra. C'est un salaire individualisé et des cotisations individualisées. Donc, c'est quelque chose qui a tendance presque à rendre droitard les gens parce qu'ils voient sur leur fiche de paye quelque chose et ils voient qu'on leur a enlevé. Enfin, voilà. Ouais. Ça devrait être des cotisations collectives, hein, mais c'est pas du salaire volé ou je ne sais quoi. Et donc, du coup, par rapport à ça, il propose, lui, une prime de 1 000 euros par salarié qu'il fera à l'arrivée au pouvoir. L'État fera sa part, pas de cotisation, pas de fiscalité sur ces 1 000 euros. C'est pour François Ruffin, au gros patrimoine et aux grandes fortunes, qu'il reviendra d'être mis à contribution. Donc là, il nous propose une prime Macron, quoi. Donc, il nous propose de la préférence nationale et une prime Macron, quoi. Et lui, c'est pire que tout, c'est qu'il fait ça, en plus, en inscrivant... Tu sais, nous, on se bat justement contre ça, c'est-à-dire... Le métier essentiel, c'est pas simplement... c'est les métiers pendant le Covid, là, les gens, ils applaudissaient, là, les gars comme Ruffin, là. Ils applaudissaient, là. Il n'a pas pris son tour pour aller faire caissière, hein, tu vois, il tapait dessus, voilà. C'est aussi des métiers pénibles. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc lui, il s'est dit, c'est essentiel, c'est pénible, alors on va, tu vois, les subventionner ou les aider. Mais en fait, il faut les détruire. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est que 1 000 euros de plus, ça ne fera pas en sorte... que, soi-disant, je vais parler comme lui, Corinne ne se pète pas le dos, chez Lidl a passé, tu vois ce que je veux dire? La problématique aujourd'hui du capital français, c'est qu'il est en train d'être suraccumulé. Il n'investit plus dans les forces productives, du coup les forces productives sont de moins en moins productives et le seul moyen de dégager de la plus-value avec des forces productives qui ne se développent plus, c'est de compresser et de violenter les gens. Et donc lui, il dit, on va continuer de violenter Corinne, on va continuer de lui faire ça pendant 40 ans, mais on sera gentil. On va lui donner une piécette à Corinne parce qu'on... Sans cotisation. C'est vraiment, tu sais, de condescendance avec une vision de patronat sans cotisation pour que tout aille à elle, tu vois. C'est notre camarade Paul Hellec qui disait ce type, tu sais, est condescendant, mais a une vision de la politique délégative. Où il se dit, donnez-moi le pouvoir, je vais faire à votre place, vous les sans-dents, les merdes, que moi j'aime bien, tu vois, voilà. Ce type vous méprise. Je vous le dis, si vous êtes Corinne, Mamadou, Ryan, Kylian, Olivier, Jean-Luc, peu importe comment vous appelez, voilà, ce type fait semblant de parler pour vous, il vous méprise, il vous balance une piécette à la gueule pour sa bonne conscience de petit charitable amiénois qui a grandi dans des écoles privées. D'ailleurs, le lobby d'Amiens, là, on va quand même pas passer d'un gars d'Amiens Macron à un autre gars d'Amiens. J'ai rien contre les Picards, mais à un moment donné, il faut faire tourner, quoi. Voilà. Mais vraiment, c'est tout ce qui le traverse,
tout pue la réaction chez lui, même quand il parle de progrès, quoi. Le truc en plus, c'est que il n'y a pas de collectif là-dedans, si tu veux. Il arrive au pouvoir, moi je sais pas. Tu arrives au pouvoir, tu augmentes le SMIC par exemple, ou tu crées un nouveau service public, tu vois, pour tous, ou tu améliores des services publics existants. Là, tu as quelque chose d'une vision d'un projet collectif. C'est ça la gauche. Lui, il dit je vais donner 1 000 € à chaque personne. Non, mais... Enfin, c'est un truc très individuel. Du coup, chaque personne va faire ce qu'il veut avec ses 1 000 €. Puis on sait très bien que, du coup, si t'es immigré, par exemple, tu vas pas les toucher, tu vois. T'es un travailleur immigré, tu vas pas toucher tes 1 000 €, tu vois. Et quand tu parles de vision délégative, il y a aussi une vision misérabiliste un peu. Tu vas voir, cet extrait-là, il est incroyable. J'ai oublié l'adjectif, mais c'est vraiment ça, lui. Nous, président, c'est le droit au beau. Le droit au beau pour tous, le droit au beau partout. Durant la Grande Dépression, le président Roosevelt, aux États-Unis, dans les années 30, savait affirmer qu'un pays se redresse pas seulement par des grands travaux et par des barrages hydrauliques. Donc, inspiration des années 30. Hein. Déjà, on part de là. Hein. Ah, c'est mieux le New Deal que les autoroutes allemandes, mais non, mais avec lui, il faut faire gaffe. Hein. Le passage de l'un à l'autre peut être compliqué. C'est le en même temps Rufinis, ça. C'est le passage de Roosevelt. Aux nazis, quoi. Mais qu'un pays se redresse aussi par son âme. Et il avait envoyé du Nebraska à l'Iowa, dans tous les Nebraska, il y a eu what? Je comprends rien de ce qu'il raconte. USA, des écrivains, des musiciens, des chanteurs, des auteurs. Nous, président, nous ferons de l'art qui sorte des musées, des théâtres, des ciné. Ce seront des concerts de clavecin devant les supermarchés. Ah mais j'ai pas envie de voir un concert de clavecin devant un supermarché. C'est quoi cette connerie, putain? Oh l'épicier. Oh l'épicier. Mais tu vois, là j'en veux à un gars, à qui j'en veux souvent, Frédéric Lordon, cette catastrophe, qui avait fait un article sur, tu te rappelles, le communisme luxueux, tu vois, qui avait essayé de nous vendre... Ah ouais, mais c'est Adorno, ça. Tu sais, c'est vraiment l'école de Francfort en mode... C'est la CIA, hein. On rappelle que c'est la CIA. Hein. C'est ça, tu sais qu'à un moment, tu te dis, les types, à la fin, leur délire, c'est... Ah, mais le communisme, c'est bien, mais est-ce que ça va pas tuer les œuvres inédites de Chopin, tu vois? Putain, mais comme si on n'avait pas la culture de l'état de ses forces productives, tu vois, cette fascination, le clavecin. Tu vois ce que je veux dire? Mais comme s'il n'y avait pas en plus... Puis encore une fois, c'est juste des idées qui dépendent de lui. Putain, s'il a envie de faire de la culture, qu'ils disent, ben voilà, il y aura un budget supérieur pour la culture. Mais non, il va pas prendre de position comme ça, on comprend rien. Il va y avoir moins de cotisations, mais il va payer des concerts de clavecin devant des super rues. Putain, c'est quoi ces conneries, tu vois? Je comprends rien. Et même les gens, moi, non, mais en plus, moi, je veux dire, ça peut m'intéresser d'aller voir une pièce de théâtre, un truc comme ça. J'ai pas envie que ce soit devant chez Super U. En disant, oui, ça vient au pub. Bah non, quand je vais chez Super U, j'ai envie d'aller chez Super U. J'ai pas envie de voir un concert de clavecin. C'est quoi ces conneries? Mais la misère, tu sais, genre, mais c'est le gars qui te. Tu viens le voir, tu dis, là, les murs sont pleins d'humidité, c'est insalubre, et il revient, il ripolline, quoi. Enfin, je veux dire, il remet un coup de pinceau, quoi, tu vois. Vraiment, c'est insupportable. Tout ça, c'est du blabla, mais je ne comprends pas comment les gens peuvent. Il essaye de faire du Mélenchon. Ils sont trois, il n'y a pas un phénomène de masse. Il essaye de faire de Mélenchon 2017. C'est les mêmes couleurs, c'est le côté, tu vois, mais en cringe, quoi, voilà. Mais putain, mais genre, qui se sent transporté par ça? Mais moi, je suis gêné. Comme tu l'as dit, aller faire ses courses, c'est un moment utilitaire. T'as pas envie que t'as un mec te casse les couilles avec un clavecin, tu vois, à ce moment. Mais vraiment, mais t'es là, t'as envie de dire, mais même, c'est vrai que tu connais rien à l'art, parce que une étude de clavecin, tu vois, du 17e ou du 18e, ou une musique de chambre, etc., ça s'écoute d'une certaine manière, à un certain moment, il faut une disponibilité intellectuelle et tout. L'autre, il va te balancer ça entre deux chansons de Rihanna, que j'adore d'ailleurs, voilà, mais vraiment pour faire genre, vous avez vu, j'ai sorti la culture des musées, mais putain, mais intéresse-toi déjà à ce qu'il y a dans les musées avant de la sortir, tu vois, enfin là, tu fais n'importe quoi. Scénettes de Molière sur les aires d'autoroute, les faïences... Des scénettes de Molière sur les aires d'autoroute. Putain, quelle catastrophe, ce mec est une catastrophe. Ce mec est un clown. C'est vraiment... T'as tapé 8 heures de caisse, il fait super chaud, t'arrives et t'as des connards qui jouent du Molière sur leur autoroute. T'es un clown, c'est vraiment un clown. C'est vraiment, mais c'est un clown, ce gars. Devant les supermarchés, des scénettes de Molière sur les aires d'autoroute, les faïences de Sèvres à la cantine des usines. Mais Molière, s'il était... Faïence de Sèvres à la cantine des usines, les gens ils demandent pas ça, personne n'a demandé ça. Mais c'est eux qui les fabriquent, les assiettes branleurs. Putain, mais t'as envie de dire, mais
Mais putain, mais c'est quoi ce monde? Mais je te dis, c'est des conneries de communistes luxueux, de culture bourgeoise mal digérée. Enfin, vraiment, j'en peux plus de ce clown. Si Molière était vivant, il écrirait une pièce sur toi, là. Tu sais, genre, il écrirait le bourgeois gentilhomme, c'est-à-dire le gars qui fait de la prose d'extrême droite en croyant faire des vers de gauche, quoi, tu vois. J'en peux plus de lui. Vraiment, j'en peux plus. Au cœur de la nuit nazie, le poète et résistant René Char écrivait « Dans nos ténèbres, il n'y a pas une place pour la beauté, toute la place est pour la beauté. » Tu penses que qui a écrit son discours de con là? Même c'est ChatGPT, c'est sûr. Enfin, c'est des gens en tout cas qui n'ont jamais écouté de clavecin de leur vie et qui ne savent pas parler d'une pièce de Molière. Moi, je les connais bien, les pièces de Molière. Je te prends même pas en débat économique, politique, parce que t'es un clown. Je te prends sur les scénettes de Molière, Ruffin, parce que quand on n'y connaît rien en culture, on fait pas semblant de vouloir la démocratiser, tu vois. Ça m'agace. Alors, après avoir regardé sur l'économie, sur la culture, sur l'immigration, on passe un petit peu sur la politique internationale. Oh là. On va voir, on est dans une pleine crise de l'impérialisme américaine, avec un génocide en Palestine, avec l'agression du Venezuela, de l'Iran, de Cuba par les États-Unis. Donc on va voir sur qui tape François Ruffin. En plus, c'est publié sur son compte, hein, c'est vraiment assumé. Ouais, il aime ça, quoi. Quand est-ce que nous avons voté pour l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce? Quand est-ce que nous avons... Attends, c'est une dinguerie quand même, le mec. Le mec, son problème, lui, à l'international, c'est l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce. Genre, je sais pas, enfin, la Chine quand même, ça a permis de sortir 700 millions de personnes de la pauvreté et tout, de créer une superpuissance socialiste, avec ses limites, hein, je dis socialiste au sens large, mais voilà, qui se veut du socialisme, qui a sorti des gens de la pauvreté partout dans le pays, qui a permis aussi de ne pas provoquer de guerre. Quand même, la Chine, c'est un pays qui ne provoque pas de guerre depuis que c'est une superpuissance, alors que les autres pays, on peut pas en dire autant. C'est ça. Qui fait face aux États-Unis de Donald Trump et le tient aussi en respect. C'est pas rien quand même. Je vois pas pourquoi le mec regrette qu'il soit dans l'OMC. Je veux dire, les problèmes de la France sont pas liés au fait que la Chine soit dans l'OMC. Voire même la France en a profité pendant des années. Mais c'est n'importe quoi. Il ne comprend rien au système mondial. Je veux dire, la France a profité de faire travailler des gens en Chine pendant des années. Enfin... Le fait de faire rentrer la Chine dans l'OMC, c'était une condition de la Chine pour qu'elle puisse être à égalité et que les peuples puissent être à égalité devant le développement. Mais vraiment, les gens qui supportaient ça, c'est des types qui veulent maintenir le centre impérialiste et ses privilèges contre 75% de la population et des êtres humains mondiaux. Mais là, c'est vraiment la pénurie. Hein. Là, c'est vraiment la pénurie, le privilège du centre. Et là, pour le coup, c'est vraiment le racisme sérieux, là. C'est vraiment les gens qui se disent, il y a des institutions pour les blancs du centre, voilà, contre 75% du reste de la population qui doivent subir et exécuter la production chez nous. Tu vois, mais vraiment, ça me fait halluciner. C'est une dinguerie de voir des trucs pareils, d'être en 2026 et de parler comme Jean-Marie Le Pen dans les années 90. Ce type parle comme l'extrême droite qui était contre l'Europe, contre la mondialisation dans les années 90-2000. C'est littéralement les mêmes discours. Hein. En plus de ça, là où je dis c'est la pénurie, c'est que c'est vraiment cette vision de il n'y en a pas assez pour tout le monde, et si nous on n'en a pas assez, c'est que les Chinois commencent à en avoir trop, tu vois. Il se dit pas que peut y avoir un partenariat entre les peuples et une sorte de développement collectif, tu vois, et qu'on peut tous profiter du fait qu'il y ait une montée des forces productives. Alors le problème, c'est qu'on a des gens tellement néolibéraux que on détruit nos capacités collectives, enfin des capacités productives, et heureusement que la Chine aujourd'hui a développé ses capacités productives, et on devrait faire comme elle, mais ça doit se faire dans un co-développement, enfin dans un partenariat, tu vois. Et s'il veut taper sur des gens par rapport au libre-échange, moi je comprendrais qu'il tape sur l'Allemagne par exemple, ou qu'il tape sur je sais pas, l'Union européenne en général, pour ce qu'elle a fait notamment aux pays d'Europe du Sud comme la Grèce, quoi. Mais à aucun moment il est censé taper sur la Chine, c'est la folie, quoi. Ouais, surtout que la Chine, c'est vraiment le pays qui va être attaqué, qui est tout le temps attaqué, alors pour l'instant dans des manœuvres, on va dire non guerrière, ou alors en attaquant ses alliés par les États-Unis. Donc créer de la sinophobie en France, c'est le pire truc que tu veux faire si tu veux pouvoir lutter contre l'impérialisme euro-atlantique. Hein. Et c'est vraiment, le type veut revenir, il a un côté Zemmour, quoi, tu vois, il veut revenir aux années 50-60, quoi, quand la France était deuxième puissance mondiale. Hein. Nous avons voté pour le Mercosur.
Quand est-ce que vous avez monté dernièrement pour des accords avec l'Inde, avec le Vietnam, avec l'Indonésie? Voilà le mal majeur. Et évidemment, nous, présidents, nous faisons quoi? La première chose que nous faisons, parce qu'il n'y a pas de grand pays sans une industrie, nous avons besoin d'une base productive. La première chose, c'est on se protège. Taxes aux frontières, barrières douanières, quotas d'importation. Il parle comme Trump, mais putain, c'est un Trumpiste. Mais c'est un impérialiste en crise. C'est un Trumpiste. C'est du non, mais Trumpisme ça n'a pas marché en plus aux Z. États-Unis. Qu'est-ce que ils croient vraiment que la France va imposer des sanctions douanières à la Chine? C'est quoi ces conneries, quoi? Enfin, si on fait ça, mais on est mort, tu vois. Ah, la clownerie du gars. François, juste Trump, et nous on l'avait encore, j'ai plus le droit de flexer, mais on l'avait dit, Trump n'a pas réussi à le faire en 2 ans avec l'armée américaine, le pétrodollar et les accords sur le dollar post-Nixon. Tu vas faire comment avec une monnaie que tu ne contrôles pas, une armée toute petite et t'es rien du tout? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu t'es en train de tuer la France, quoi. C'est vraiment une folie, quoi. C'est vraiment une folie. Et c'est des gars, encore une fois, ils vont dire oui, mais en fait, ils s'inspirent de logiques qui avaient peut-être du sens. Je sais pas, il y a 30 ans, tu vois, tu même pouvais pas à la 30 ans, il y a dire... 60 ans. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Il va dire historiquement, les communistes. Oui, d'accord, mais bon, on est en 2026 aujourd'hui, et là, c'est plus compliqué quand même. On est plus interconnectés. Donc, si c'est juste pour taper sur des pays plus pauvres que les tiens, ou alors, pas plus pauvres parce que la Chine... pas dire aujourd'hui que c'est un pays plus pauvre que la France, mais des pays que tu considères comme étant soumis de manière transhistorique à la France parce qu'on aurait un destin un peu supérieur et l'âme des peuples et du clavecin et je sais pas quoi, tu vois. Vraiment, le niveau de nazisme, quoi. Enfin, non, vraiment, mais c'est un peu ça, tu vois. Et ben, ça va pas forcément marcher aujourd'hui, tu vois. Quand t'as dit l'âme des peuples et du clavecin, ah, vraiment, là, je vois Hermann Göring, tu vois ce que je veux dire, dans son bunker. Hein. Pas sur tous les produits, mais sur 100 produits identifiés, sur les produits que nous estimons stratégiques, l'armement, les médicaments. L'armement, mais c'est quoi ces conneries? En plus, on est les deuxièmes plus gros producteurs d'armement au monde. C'est c'est littéralement le truc sur lequel on est encore producteur, quoi. Non, mais c'est... On te demande pas de mettre des sanctions douanières sur les médicaments, on te demande de faire un pôle public du médicament. C'est un des trucs... Alors, on critique la France insoumise sur plein de trucs, mais c'est un des trucs où la France insoumise, au moins, est un petit peu à l'avant-garde, tu vois. On te demande juste de faire un truc public pour qu'on les produise. On te dit pas, si c'est une entreprise privée française qui le fait, c'est beaucoup mieux que si c'est une entreprise indienne. Moi, je vois pas les couilles que ce soit de la marge qui vienne en Inde ou en France. Ce que je veux, c'est que ce soit sûr, c'est-à-dire qu'on a un circuit du médicament fiable qui soit pas être bourré de lobbyistes qui font semblant que leur étude s'est très bien passée quand elle s'est pas très bien passée, quoi, et qu'on n'ait pas des marges de zinzin qui partent dans de l'actionnariat, tu vois. Cuba arrive à produire des choses qu'on n'arrive pas à produire, c'est quand même n'importe quoi quand tu penses à la taille du pays, tu vois. On devrait pouvoir produire mieux que Cuba. Ils sont en avance sur nous en médecine parce qu'ils ont mis les moyens pour ça et qu'ils s'intéressent à la santé de leur population, tu vois. Et que ça profite à tous. Je veux dire, si aujourd'hui, dans l'internationalisme, la France peut débrevetiser le médicament, en produire plus, et que ça peut permettre à d'autres pays de transférer de la connaissance et de transférer de la compétence et de les aider, mais tant mieux, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries d'autarcie? Mais vraiment, je dis, Philippot, je pense qu'il est trop à droite pour Philippot, quoi. C'est vrai qu'il fait du Philippot, en fait. Les aliments, l'acier, évidemment, et tout ce qui est les produits pour l'environnement. L'acier. Là-dessus, oui, nous établissons des barrières douanières. Et d'emblée, en France, tout de suite, nous faisons le Buy French. C'est quoi ce programme? L'acier et tous les produits pour l'environnement. C'est quoi? Tu sais pas de quoi tu parles, quoi. Non. Acte. La commande publique. Le Buy French Act. Mais il nous explique qu'il faut faire français, il nous sort un vieux truc d'américanoïde. On croirait vraiment un truc à la Trump. Ah, mais c'est un Trumpiste. En fait, c'est un Trumpiste. C'est un bardéliste. Les régions, les ministères, les pompiers, les hôpitaux qui commandent français. C'est la première chose. En vrai de vrai, avec sa stratégie, tu vois, là, de se placer en mode protectionnisme, avec certains thèmes assez droitiers, et puis des primes sans cotisation, et Bardella qui devient très libéral. On dit Ruffin va faire perdre Mélenchon, mais est-ce que Ruffin va pas faire perdre Bardella, surtout, en fait? Est-ce qu'il peut pas aller taper son 3% sur Bardella, tu vois? Allez revoir la prophétie. C'est exactement ce qu'on a dit.
c'est qu'il va se positionner là, et on a mis Bardella à l'extrême droite assez bas justement, et il va se positionner là, et je pense quand même que s'il y a un deuxième tour extrême droite contre Mélenchon, il appellera à voter Mélenchon, tu vois. Donc, il va ramener des gars dans la pénurie raciste, dans un nouvel espace, déserté un peu par Bardella qui va se libéraliser, qui seront toujours des gars pénurie raciste, mais qui se seront crus gauchisés parce que c'est sur Ruffin et sur Bardella qui se seront portés. Et là, du coup, il aura créé une réserve de racistes qui pourront se croire... C'est un génie, en fait. En fait, on rentre dans le train. Non, il sait pas ce qu'il fait, tu vois. Mais nous, on sait ce qu'il fait. Mais il aura fabriqué des racistes qui pourront aller voter Mélenchon au deuxième tour face à Bardella. Ben, c'est pas ouf, tu vois. Va quand même falloir les rééduquer. Mais on prend, quoi. Il faudra bien des racistes qui votent pour... Quand même, à la fin, les gens, soyez honnêtes, si Mélenchon gagne au second tour, c'est quand même qu'il y a quand même des racistes qui ont voté pour Mélenchon. Parce que pour faire 51% dans la France aujourd'hui, vu le niveau d'islamophobie, de machin, donc il faut trianguler. Donc oui, Ruffin, sans le savoir, en se croyant président, il va ramener des racistes qui voteront pour Mélenchon au second tour. Bah, on prend, quoi. Voilà, il est l'instrument du graphique. La deuxième chose, nous mobilisons... Mais ce qui est trop drôle, c'est qu'il peut aussi prendre des voix à Bardella, que Hollande arrive au second tour contre Mélenchon, et appeler à voter pour Hollande, alors qu'il aura un public qui sera anti-Hollande parce qu'il déteste Mélenchon, et qui sait que s'il appelle à voter pour Mélenchon, il est mort, tu vois. C'est ça. C'est exactement ça. Ce mec est un clown. Nous utilisons l'épargne nationale. Nous avons beaucoup d'argent dans notre pays. 2000 milliards d'assurance vie. Troisième chose... J'ai pas compris, il veut faire quoi avec les hôpitaux qui commandent français, c'est la première chose. La deuxième chose, nous mobilisons l'épargne nationale. Nous avons beaucoup d'argent dans notre pays. 2000 milliards d'assurance vie. Troisième chose... Ouais, il veut mobiliser l'épargne nationale de tout le monde. Pourquoi il ne mobilise pas l'argent des riches ? Non, mais parce que dedans, dans l'épargne, il y a des gens qui sont riches, il y a des gens, ils ont juste une épargne, je sais pas, ils ont 30 000 balles d'épargne. D'assurance vie, ouais, mais en fait... Bah oui, mais tu peux avoir 30 000 balles sur une assurance vie sans être un putain de riche. C'est clair. Et n'importe quel employé en fin de carrière qui a été un petit peu, tu vois, genre un petit peu à mettre de côté et tout. J'en connais des daronnes comme ça et tout, elles ont une assurance vie... elles n'ont pas 600 000 euros sur l'assurance vie, tu vois, mais elles ont une petite assurance vie. Est-ce que c'est logique que Ruffin aille prendre autant dans ces assurances vie-là que dans l'argent de Bernard Arnault ? Je pense pas. Hein. On connaît pas le dispositif. On va voir, mais bon, comme il raconte n'importe quoi. L'industrie renaîtra non pas comme le fait l'État par les gros et par en haut, par les firmes, mais par en bas, par les petits, par les territoires. Par les PME. Je vous donne cette statistique. Non mais l'industrie... Oh là 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 là, il veut s'opposer à la Chine en donnant aux gens avec des doudounes sans manches le pouvoir de faire renaître des industries. Mais c'est quoi ces conneries, tu vois ? Enfin, il faut un grand plan planifié. Et là, on doit accélérer. On doit accélérer sur des trucs qui sont grands et qui sont nationalisés, qui appartiennent au collectif. Tu vois, pas donner le pouvoir aux PME. C'est quoi ces conneries ? C'est ça. Il faut contraindre les PME, les réaligner dans la planification. Voilà. Il faut nationaliser des grandes entreprises privées. Nationaliser des grandes entreprises, voire concentrer des PME, voilà. Mais c'est pas le tissu c'est pas ce tissu-là qui va relancer. En plus, le problème des PME éparpillées, non concentrées, etc., c'est elles gaspillent. Il y a un problème écologique. Quand vous avez 10 acteurs qui, elles, consomment, gaspillent, etc., c'est pas la même chose qu'une structure de 10 où on peut rationaliser et être beaucoup plus efficient. C'est pas pour rien que le capitalisme se concentre, c'est parce qu'il y a à un moment donné une capacité d'efficience. Donc le petit marché de petits PME, je vous le dis, c'est un problème de surconsommation et de gaspillage des énergies et des ressources. C'est un vrai problème écologique d'avoir un tissu de petits bourgeois déconcentrés et mercantiles. Hein. Et c'est là où tu vois, il est en train d'essayer de draguer les PME, et on en reparlera dans une autre capsule, parce que quand la France insoumise est confuse vis-à-vis des PME, au final, celui qui peut ramasser sur ça, c'est Ruffin, tu vois, parce que les gens qui veulent être des PME, qui vont penser voter à gauche, surtout avec les structures petits patrons, qui sont quand même un petit peu plus racistes que la moyenne, qui sont plus dans le truc sans cotisation sociale ou des trucs comme ça, ils vont pas aller voter Mélenchon, ils vont aller voter Ruffin, en fait, tu vois. Donc, ne pas être clair là-dessus et risquer de perdre des employés de PME ou de pas leur créer de conscience de classe
en faisant croire qu'en fait c'est quand même très dur pour leur patron et que du coup on peut pas augmenter les salaires, blabla, plutôt que d'aller, comme l'a toujours fait par exemple la CGT, c'est-à-dire de montrer que le problème en tant que tel, c'est pas la petite ou la moyenne ou la grande entreprise, mais c'est la bourgeoisie en tant que telle et donc le patronat en tant que tel. Et ben ça risque de faire perdre à la France insoumise certains employés de petites et moyennes entreprises, ça risque de ne pas leur faire concentrer leur programme sur le salariat généralisé, qui inclut aussi toutes les classes d'encadrement, les professions intermédiaires et tout ça. Et celui qui peut ramasser là-dessus, c'est plus Ruffin, tu vois. Donc vraiment, je ne comprends pas cette stratégie. Ouais, c'est clair. Statistique que vous connaissez peut-être, mais quand on donne 1 million d'euros à une PME, elle crée en moyenne 13 emplois. Quand on donne 1 million d'euros à une firme, elle crée 0,6 emplois. On est dans un rapport de 1 à 20. Enfin... C'est peut-être parce qu'ils sont moins efficaces, les PME. Mais bien sûr. Ils pensent jamais à ça, le gars. Oui, peut-être qu'en fait, quand t'es une grande firme tout planifiée, que tu fais faire des trucs par des robots, t'as pas besoin d'avoir 13 mecs pour faire la tâche, tu vois. C'est ça, non mais... Et donc tu vas pas concurrencer la Chine avec 100 PME au lieu d'avoir une boîte qui représente les 100 PME. Parce que la boîte qui représente les 100 PME, elle est beaucoup plus efficace. En fait, il veut devenir la Chine, en fait. Il veut, tu vois, genre, produire avec plein de main-d'œuvre, tu vois, contre des machines surperformantes à l'opposé. Mais vraiment, c'est une folie, quoi. Ça n'a aucun sens, quoi. Ouais. Enfin, dernier point, nous sortirons l'électricité du marché. Parce qu'évidemment, c'est une instabilité qui est créée pour les gens, pour les commerçants, pour les artisans, mais pour l'industrie aussi. Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Après, il faudra qu'il nous explique du coup sa position vis-à-vis de l'UE, s'il est plutôt sur le Frexit, sur la TPE obéissance, ça sera intéressant. De toute façon, on va faire d'autres capsules sur François Ruffin. On va faire une capsule notamment sur son rapport à la primaire, parce qu'il y a de l'eau dans le gaz dans la primaire. Ça va être bien de voir ça, parce qu'il a parlé d'électricité, là on parle de gaz. On va pouvoir aussi parler plus en détail de son rapport au petit patronat, donc restez connectés, n'hésitez pas à nous suivre, comme d'habitude à nous abonner, allez voir la campagne anti-impérialiste, à donner sur le Tipeee, et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens.